d'un couple de personnes âgées agressées pour 15 $ au contrôle routier de routine où des policiers ne sont jamais rentrés chez eux. Les membres du Outlaw Motorcycle Club ont vécu selon une devise « Dieu pardonne, les Outlaws ne pardonnent pas ». Cette simple phrase est devenue l'une des citations les plus infâmes de l'histoire des gangs de motards. Plongeons-nous dedans. 1. Harry Joseph Taco Bowman. Harry Joseph Taco Bowman faisait partie des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI et en 1999, des agents ont fait une descente dans une maison tranquille du Michigan et l'ont finalement arrêté. Mais l'histoire de la façon dont Bowman a obtenu cette place va bien au-delà d'une simple arrestation. En 1991, Bowman a donné l'ordre de tuer Raymond Pear Chaffin, un ancien outlaw qui avait quitté le club pour les Warlocks et s'était rangé du côté des Hells Angels. Pour Bowman, c'était une trahison. Il choisit Alex Dirt Ankerich pour réparer Raymond. Le plan était clair, gagner la confiance de Chaffin, puis le tuer au bon moment. Ankerich a exécuté le plan. Il gagna la confiance de Raymond avec succès. Il resta même chez Chaffin et, lorsqu'il en eut l'occasion, il appuya sur la détente. 4 coups silencieux à l'arrière de la tête de Chaffin mirent fin à sa vie. Pour s'assurer que le message soit entendu, des coupures de journaux relatant le meurtre furent envoyées au chapitre des Outlaws à travers le pays, un peu comme des trophées. Et en récompense, Ankerich obtint son patch complet dans le club. Mais la violence de Bowman ne se limitait pas aux rivaux. Il la tournait aussi contre ses propres hommes. Lors de la Daytona Bike Week en 1992, l'ancien outlaw probationnaire Irwin Hitler Nissen eut la maladresse de se battre avec le président d'Atlanta des Outlaws, James Moose McLean. Le lendemain matin, Bowman le fit traîner dans une chambre de motel. Après une série de coups de pied et de poing, Bowman donna l'ordre de s'en débarrasser. Nissen fut jeté du balcon d'un immeuble de 3 étages. Il survécut, mais avec des os brisés et des cicatrices qui lui restèrent à vie. Et lorsque quelqu'un tenta de dénoncer, Bowman fit preuve de la même brutalité. En 1993, Kevin Turbo Talley fut arrêté au Canada et forcé de signer une déclaration admettant que les Outlaws étaient une entreprise criminelle. Quand Bowman l'apprit, Talley fut attiré à Détroit, enfermé dans le clubhouse et confronté face à face. Et des jours d'intimidation suivirent avant qu'il ne soit renvoyé en Floride sous la menace d'une sévère raclée. Sachant ce qu'il attendait, Talley abandonna avant que Bowman ne puisse terminer le travail. Mais ce qui rendit l'ère de Bowman si dangereuse ne fut pas seulement le nombre de vies perdues, ce fut la façon dont il transforma les Outlaws en machines de guerre. Sous son commandement, les enlèvements, les meurtres et les attentats se propagèrent à travers les États. Bowman fut brutal envers ses propres hommes. Mais quelques années plus tard, un autre nom surgit, un qui n'épargna même pas les personnes âgées. Avec lui, chaque pièce dans laquelle il entrait se transformait en champ de bataille. 2. Randall Madman Miller. En 1993, à propos d'un différend pour une somme de 15 $, Randall Madman Miller et son complice ont assassiné Maurice Gauger, 74 ans, et sa femme Ruth, dans leur atelier en Illinois. Et sans aucun soupçon, ils s'en sont sortis impunément. Mais ce qui est arrivé ensuite à la famille Gauger dépassait l'imagination de quiconque. L'horreur ne s'est pas arrêtée à la perte de 2 membres de la famille. Le fils de Gauger, Gary Gauger, qui a passé l'appel au 911 et signalé les meurtres à la police, a été placé sous enquête. Et bientôt, la police l'a reconnu coupable de double homicide. Sous pression, il fit une fausse confession et fut condamné à mort pour avoir tué ses propres parents. Il passa 2 ans en prison et 9 mois dans le couloir de la mort. Il resta dans le couloir de la mort en attendant son exécution jusqu'à ce que, dans un retournement du destin, le complice de Miller se présente enfin devant le tribunal et raconte la vérité. Ce qui rend le crime de Miller si horrible n'était pas seulement la brutalité, mais aussi les conséquences. 2 vies de personnes âgées furent d'une volée de sang-froid, et un fils innocent faillit être exécuté pour un crime qu'il n'avait pas commis.
Miller n'a montré aucune pitié pour le couple qu'il a tué et aucun remords pour l'homme dont il a presque détruit la vie. Son nom est gravé dans l'histoire des Outlaws, comme l'un des hommes les plus froids et dangereux à avoir porté le patch. La cruauté de Miller s'est produite derrière des portes closes. Mais le prochain Outlaw a apporté la même violence dans les rues ouvertes pour que tout le monde puisse la voir. 3. Robert Spaziano. Robert Spaziano, connu dans les rues sous le nom de Crazy Joe, avait une réputation qui effrayait même ses camarades Outlaws. En 1974, Spaziano a agressé une jeune fille de 16 ans dans le comté d'Orange. Lui et un ami l'ont attirée dans leur camion avec la promesse de marijuana et l'ont emmenée au clubhouse des Outlaws, où elle a été battue et agressée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Mais les crimes de Spaziano ne se sont pas arrêtés là. Quelques années plus tard, les restes squelettiques de 2 femmes ont été découverts dans une décharge en Floride. Un adolescent s'est présenté et a raconté aux enquêteurs que Spaziano s'était vanté de mutiler des femmes et l'avait même emmené à la décharge pour lui montrer où les corps avaient été laissés à pourrir. L'horreur des crimes de Spaziano lui a valu la peine de mort lors du procès. Le dossier de Spaziano racontait sa propre histoire. Crimes violents, intimidation de témoins et soupçons de meurtre jamais jugés. Où que son nom apparaisse, la violence suivait. Sa peine de mort a finalement été annulée pour des raisons juridiques. Mais cette technicité n'a pas effacé son héritage. Et si Spaziano représentait le côté prédateur du club, le prochain Outlaw orchestrerait la campagne organisée de terreur qui brûlerait des villes. 4. Jack Rosga, Milwaukee Jack. Le 17 avril 2010. Ce qui devait être une balade caritative appelée le Flood Run a explosé en chaos. Des Biker Outlaws du Wisconsin, sous le commandement de leur président national, Jack Rosga, Milwaukee Jack, ont traversé le Minnesota et ont tendu une embuscade à un groupe de Hells Angels. Les Angels ont été battus au sol, dépouillés de leurs vestes et laissés en sang pendant que les Outlaws emportaient leurs couleurs comme des trophées. Sous la direction de Rosga, la violence est devenue la caractéristique définissante des Outlaws. Une des séries de violences les plus notoires incluait le Cycle Expo en Virginie en 2006, le Dinwiddie Racetrack en 2008 et le Cockett's Bar à Petersburg en 2009, où les Outlaws se sont alliés aux Pagans. Des bagarres ont également éclaté lors de la Daytona Bike Week la même année et au Charlotte Easy Rider Expo en 2010. Chacun de ces événements a dégénéré en guerre de gang. Et lorsque les Outlaws ont établi un clubhouse à Rock Hill, en Caroline du Sud, les Hells Angels ont considéré que leur propre présence avait poussé le conflit à l'extrême. À la fin de 2009, un Hells Angel dans le Maine avait été abattu lors d'un coup qui a failli le tuer. Sous la direction de Rosga, le club ne se contentait pas de se battre. Il trafiquait de la drogue, déplaçait des armes et construisait un réseau criminel qui s'étendait à travers les États, tout sous son contrôle. Lorsqu'il a finalement été arrêté, Rosga a admis aux agents sous couverture qu'il savait toujours que la prison serait son destin. Il a été condamné pour racket et conspiration et a écopé de 20 ans de prison fédérale. Et tandis que Rosga a construit sa réputation par des opérations planifiées, le prochain nom sur la liste a créé son héritage avec un type de violence différent. 5. Stuart Dink Dawson. C'était le 11 novembre 2008. Lorsque la police britannique a arrêté un van voyageant du sud au nord du pays de Galles et a découvert près de 2 kilos d'amphétamine cachés dans le plafond, cela valait environ 20 000 € dans la rue à ce moment-là. Au début, cela semblait être une simple saisie, mais les enquêteurs ont rapidement réalisé que cela faisait partie d'une structure plus grande. Quelques mois plus tôt, un autre véhicule avait été intercepté avec la même quantité de drogue. Au centre des 2 opérations se trouvait Stuart Dink Dawson, président européen des Outlaw MC. Il était le membre le plus haut placé en dehors des États-Unis et il utilisait cette position pour faire passer de la drogue à travers le Royaume-Uni. La surveillance montrait Dawson rencontrant des chapitres des Outlaws dans le nord et l'ouest du pays de Galles. C'était Stuart qui organisait les expéditions, négociait les affaires
et maintenait la chaîne d'approvisionnement. Lorsque la police a perquisitionné le clubhouse de Colwyn Bay, ils ont découvert encore plus de drogue, y compris de la cocaïne liée au gérant du bar. Au total, Dawson et 6 autres ont été arrêtés pour avoir déplacé plus de 40 000 ounces d'amphétamine. Le juge qui l'a condamné n'a pas retenu ces mots, déclarant « Vous avez utilisé votre rôle de président européen pour poursuivre vos propres activités criminelles. Vous avez discrédité l'organisation par la fourniture en gros et commerciale de drogue. » Et tandis que la chute de Dawson révélait comment la haute direction pouvait être dépouillée de son pouvoir, la figure suivante montrait jusqu'où les Outlaws étaient prêts à aller lorsqu'ils transformaient des villes entières en champs. 6. John Scott Killip. L'Oklahoma, dans les années 1980, était un territoire de choix pour l'Outlaws Motorcycle Club. L'argent de la drogue circulait, la violence maintenait les rivaux en ligne, et au centre de tout cela se trouvait John Scott Killip, mieux connu sous le nom de Lil Wolf. Killip était l'homme qui tirait les ficelles à travers le chapitre d'Oklahoma City, reliant les pipelines de drogue, les enlèvements et un réseau d'outlaws qui faisait respecter les affaires avec des poings, des couteaux et des armes à feu. Les dossiers judiciaires ressemblaient à une carte de la criminalité organisée, transactions de drogue à Belleville, trafic à Fort Smith et liens constants avec d'autres outlaws comme Teague, Crout, Adams, Nelson et Pfaff. Où que les enquêteurs regardent, le nom de Lil Wolf revenait sans cesse. En 1985, le gouvernement était prêt à frapper. Le procès RICO a entraîné le chapitre d'Oklahoma devant le tribunal fédéral, mettant à nu sa hiérarchie et son influence. Les hangarounds, les probations, les membres patchés, tous jouaient leur rôle. Mais Killip avait gravi les échelons du système, utilisant le réseau national du club pour déplacer des narcotiques et garder le contrôle. Le verdict fut sévère. Alors que certains outlaws s'en sont sortis sur des accusations spécifiques, Killip a été reconnu coupable à la fois de violations substantielles de la RICO et de la conspiration plus large. Cela faisait de lui l'une des figures centrales du monde criminel des Outlaws en Oklahoma. Pour les forces de l'ordre, c'était une grande victoire. Pour les Outlaws, cela ne faisait qu'ajouter à la légende. Le nom de Lil Wolf devenait un autre rappel de jusqu'où le club irait pour protéger son territoire et maintenir le flux d'argent de la drogue. Certains sont morts, d'autres emprisonnés, et quelques-uns errent encore en liberté. Mais une chose n'a pas changé. Dieu pardonne. Les Outlaws, non. 7. Stephen, Sticky Steve, Morris. Stephen, Sticky Steve. Morris a dirigé un réseau de drogue pendant 15 ans, déplaçant des milliers de kilos de marijuana à Saint-Louis, s'étendant à travers l'Indiana, le Missouri, l'Illinois et le Colorado. Morris et 14 autres ont finalement été inculpés, et il a écopé d'une peine fédérale de 12 ans pour complot de drogue. Mais la drogue n'était qu'une partie de l'histoire. Les dossiers judiciaires liaient le cercle des Invaders à 3 meurtres brutaux qui hantent encore la scène des Outlaws du Midwest. Le 30 août 2007, les bikers Randy Greenman et George Witter ont disparu après être sortis d'un bar dans le comté de St. Louis. Ils n'ont pas seulement été tués, leurs restes ont été retrouvés plus tard en morceaux, dispersés à différents endroits. Cette même année, un autre homme, Alan Henry Little, a disparu sans laisser de traces. On le croit mort, les enquêteurs reliant discrètement son cas au même réseau. Personne n'a jamais été inculpé, mais les dossiers scellés montrent que la police se rapprochait, laissant entrevoir des accusations qui n'ont jamais été portées. Pour Morris et les Invaders, les motos et la drogue n'étaient qu'une partie de l'histoire. Leur véritable pouvoir venait de la peur, d'un territoire contrôlé non seulement par la réputation, mais par des corps, le silence et la violence qui planent encore sur le Midwest. Et si Morris symbolisait la façon dont les réseaux d'outlaws mêlaient drogue et mort, l'histoire du prochain outlaw pousserait ce mélange dans un territoire encore plus explosif. 8. Peter Big P. James, Chicago, au milieu des années 1990, n'était pas seulement bruyant avec des Harley. La ville était secouée par des bombes, des fusillades et des bagarres dans les bars qui laissaient des hommes ensanglantés dans la rue.
Les Hells Angels tentaient de prendre la ville et les Outlaws les affrontaient bloc par bloc. Mais la véritable guerre se déroulait à l'intérieur. Les clans se retournaient les uns contre les autres, des dirigeants tombaient sous les accusations et la fraternité se désintégrait. C'est alors que Peter Big Pete James est intervenu. Big Pete n'a pas seulement rejoint les Outlaws, il les a pris en main. Il a écrasé les crews rivaux, les a rassemblés et a construit une armée sous son contrôle. Chicago est devenue sa forteresse. Les petites gangs ont été absorbées, les liens avec la mafia se sont renforcés et même les Hells Angels ont été contraints à une trêve. Pendant près de 20 ans, sa parole était la loi. Mais le pouvoir ne dure pas éternellement. Le cancer l'a affaibli, sa poigne a diminué et les soldats qui le craignaient autrefois ont commencé à riposter. En 2015, l'empire qu'il avait bâti s'était effondré et Big Pete s'est retiré. Ce qui le rendait infâme n'était pas seulement sa manière de gouverner, mais aussi la façon dont il brisait le code. Au lieu de la prison ou d'une balle, il s'en est sorti vivant, publiant The Last Chicago Boss et révélant les guerres, les affaires et les trahisons au sein des Outlaws MC. Pour certains, il était un survivant, pour d'autres, un traître. Mais une vérité demeure. Big Pete était l'homme qui a tenu les Angels à l'écart de Chicago et a vécu pour raconter l'histoire. 9. Frank James. Lorsque les procureurs fédéraux ont visé le chapitre de Tampa des Outlaws Motorcycle Club, un nom s'est distingué, Frank James Wheeler, âgé de 61 ans. Il n'était pas simplement un autre biker. On disait qu'il dirigeait une machine de guerre, bombes, meurtres, extorsions. Les procureurs affirmaient que Wheeler ordonnait tout cela dans une lutte sanglante contre les Hells Angels. Sa soif de pouvoir était si grande qu'il ne se souciait même pas de savoir si les nouvelles recrues savaient conduire des motos. À la place, il recrutait des voyous de la rue, les transformant en soldats pour la guerre des Outlaws. La violence n'était pas aléatoire, elle était planifiée. En juin 1994, la police a découvert ce qu'elle appelait un War Wagon, un camping-car rempli d'armes, de munitions et de gilets pare-balles. Il était prêt pour une embuscade contre un club affilié aux Angels à la frontière Indiana-Illinois. Et sous le commandement de Wheeler, la loyauté se prouvait avec le sang. Les procureurs ont raconté comment un membre probationnaire a gagné son patch en assassinant un Hells henchman rival. Il l'a abattu, l'a frappé avec l'arme, puis l'a poignardé au cou avec un tournevis. Ce n'était pas spontané. Cela venait d'un ordre venu du sommet. Au moment où Wheeler a été jugé, les procureurs ont exposé des décennies de guerre organisée. Il n'avait peut-être pas appuyé sur la détente, mais il le présentait comme l'homme qui donnait les ordres. Au final, James Lee Wheeler a été reconnu coupable de racket, de conspiration et d'entrave à la justice. Il a été condamné à au moins 10 ans, voire à la prison à vie. Par un matin calme à Knoxville, Tennessee, le bruit des motos a été remplacé par le martèlement des bottes et le fracas des béliers. Les adjoints locaux et les agents fédéraux sont intervenus rapidement, encerclant le siège des Outlaws Motorcycle Club. Leur cible n'était pas simplement un autre membre portant le patch, c'était Mark Lester, le président régional des Outlaws dans le Tennessee, âgé de 55 ans. L'arrestation de Lester faisait partie d'une vaste opération nationale, l'une des plus importantes jamais dirigées contre les Outlaws Motorcycle Club. Les procureurs fédéraux avaient dévoilé un acte d'accusation en 12 chefs de l'Eastern District of Virginia, accusant le club d'être plus qu'un gang. C'était une entreprise criminelle avec une hiérarchie stricte, une chaîne de commandement de style militaire qui s'étendait des chapitres locaux jusqu'au président national, Jack Rosga, mieux connu dans les cercles de bikers sous le nom de Milwaukee Jack. L'acte d'accusation dessinait le portrait d'un réseau violent et organisé qui prospérait grâce à l'intimidation. Les accusations allaient de tentatives de meurtre, enlèvement et vol à main armée au trafic de drogue, aux cercles de jeu et aux violations des armes à feu. Un total de 27 outlaws dans 7 États ont été nommés dans l'opération. Pour Lester, les murs se rapprochaient bien avant la divulgation de l'acte d'accusation.
La veille du Nouvel An, le bureau du shérif du comté de Knox a perquisitionné le clubhouse des Outlaws sur Clifton Road. Cette descente avait été déclenchée par une allégation choquante selon laquelle Lester et le membre Kenneth Foster auraient kidnappé et volé un agent infiltré qui avait réussi à pénétrer dans le gang. Selon les enquêteurs, la couverture de l'agent avait été compromise et les Outlaws ont fait ce qu'ils avaient toujours fait avec les informateurs présumés. Ils ont agi avec violence. Le pouvoir de Lester au sein des Outlaws ne devait pas être sous-estimé. En tant que président régional, il ne dirigeait pas seulement un chapitre. Il supervisait plusieurs équipes à travers le Tennessee, donnant des ordres qui se répercutaient dans les pipelines de drogue, le déplacement d'armes et l'application violente de la loi. Sa portée s'étendait des bars locaux et des routes secondaires aux opérations interétatiques, où les Bikers Outlaws déplacèrent des produits et blanchissaient de l'argent tout en maintenant les rivaux en échec avec poings, couteaux et armes à feu. Jack Rosga au sommet, des chefs régionaux comme Lester au milieu et des présidents locaux gérant le terrain. Les Outlaws fonctionnaient comme une entreprise, une corporation criminelle dont le produit était la drogue, la peur et le contrôle. Et comme l'ont expliqué les procureurs, des hommes comme Lester étaient la clé pour maintenir ce système intact. Pour les forces de l'ordre, c'était la preuve que même les dirigeants les plus isolés pouvaient être atteints. Pour les Outlaws, c'était une faille dangereuse dans la chaîne de commandement, exposant à quel point le club était devenu vulnérable au travail d'infiltration et aux inculpations fédérales. Pourtant, comme tant d'affaires contre les Outlaws, l'histoire de Lester ne s'est pas terminée avec son arrestation. Les accusations n'étaient qu'une partie d'un effort beaucoup plus vaste pour démanteler l'infrastructure nationale du club. Les agents fédéraux savaient que mettre derrière les barreaux des hommes comme Lester n'était pas seulement une question de punition, c'était couper la tête du serpent, un chef régional à la fois. Mais avec des dirigeants comme Mark Lester arrêtés lors de descentes coordonnées, l'équilibre des pouvoirs était en train de changer. Les Outlaws avaient construit leur empire sur la loyauté, la violence et le silence. Désormais, l'un de leurs hommes les plus hauts placés dans le Tennessee était derrière les barreaux, et la fraternité qu'il avait contribué à faire respecter était assiégée. Les Outlaws ont toujours vécu par la peur, le pouvoir et le silence. Certains dirigeants sont morts dans des fusillades, d'autres ont pourri en prison, et quelques-uns, comme Big Pete, sont partis pour raconter l'histoire. Et si vous pensiez que leur guerre dans les rues était explosive, attendez de voir ce qui se passe lorsque ces bikers affrontent leur champ de bataille le plus difficile, la salle d'audience.